je vous propose de réfléchir sur 6 mots et avec peut-être une précaution très forte qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les économistes sont des êtres parfois sympathiques, souvent dangereux. Souvent, vous connaissez la formule de Winston Churchill qui disait « Quand j'ai 4 économistes dans une réunion, je suis sûr d'avoir 5 opinions ». Donc très volatile dans les opinions. Simplement, ce que je pourrais vous dire est tout à fait critiquable. Hein, on aura sûrement un bout de discussion tout à l'heure ensemble, mais ce sera rigoureux et en tous les cas peu, marqué par tel ou tel dogmatisme de telle ou telle sorte. Ce n'est pas ma manière de penser les sujets. J'essaie de réfléchir au thème tel qu'il est, c'est-à-dire ce que nous allons voir, c'est le monde, l'Europe et la France. Je vous rassure tout de suite, Richard, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour la France, aucune. Donc comme ça, on sera bien peinard. En revanche, c'est plutôt un discours analytique sur ce qui est en train de se passer, en essayant de le prendre dans sa globalité et en étant, une fois de plus, très attentif à ce qu'on peut dire de précis. Je suis très frappé, d'abord parce que je ne suis malheureusement pas un perdreau de l'année, donc j'ai tellement entendu des discours que j'ai toujours un regard, toujours d'ailleurs, un regard un peu sceptique sur ce qui peut être dit. Et puis, très souvent, on se retrouve avec des sortes de brefs du comptoir, on a l'impression que les choses sont simples, il n'y a qu'un faucon, etc. La réalité, vous le savez bien, parce que vous êtes un industriel, faites des choses que je serais bien incapable de faire, et vous vous rendez compte de la difficulté que représente la vie, les marchés, l'offre, la demande, les prix, la compétition, tout ça est horriblement difficile. Peut-être deuxième remarque préliminaire de ma vie d'économiste, ça fait donc une 40aine d'années que je fais peut-être entre 5 et 10 heures d'économie par jour. Bon, je ne dis pas que je suis très bon, je dis juste que j'ai été très appliqué. Je me suis, au fond, aperçu tout au long de ces années que c'était l'économie, c'est difficile, c'est compliqué, mais jamais de ma vie je n'ai été, en tant qu'économiste, confronté à une situation aussi difficile à analyser, aussi compliquée. La réalité de 2016, de 2017 est absolument inimaginable de difficulté pour saisir les choses. Je voudrais juste vous donner, par souci d'humilité et souci de distanciation par rapport à ce qu'on peut dire, vous donner un exemple de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas. Vous savez, vous êtes ingénieur, vous avez appris, il y a des choses qu'on sait. L'intelligence de la vie, c'est de bien savoir ce qu'on ne sait pas. Moi, je suis en vacances, comme vous l'avez peut-être été, le 8 août 2007. Et vous savez que... Oui, plus près. Le 8 août 2007, et vous savez que le 8 août 2007, BNP Paribas, peut-être déjà, oui, BNP Paribas, ferme 2 fonds qui sont des fonds qui comprennent des titres représentatifs de l'immobilier américain. Et on est à l'époque qu'on commence à être confronté au problème de l'immobilier américain qui, entre nous soit dit, avait été, contrairement à ce qu'on a souvent dit, en disant on n'avait rien prévu, était très prévisible. Vous aviez des gens qui remboursaient leur loyer ou leurs engagements bancaires avec des taux qui, aux États-Unis, sont des taux flexibles, et ces taux étaient en train de grimper à toute allure. Donc il était clair qu'à un moment ou à un autre, il y aurait un problème. Et donc le 8 août, il se trouve que quelqu'un m'appelle au téléphone, me dit « Est-ce que vous pourriez me parler de la crise liée à la fermeture de ces 2 fonds ?» C'est d'ailleurs très étonnant en passant, parce que l'homme qui a fermé les 2 fonds, c'est un homme tout à fait sympathique, mais chaque fois que je le vois, je lui dis « Toi qui as déclenché la crise mondiale », ce qui est quand même lourd pour les épaules d'un banquier de base. Et simplement, il n'arrivait pas à joindre le patron de BNP Paribas, qui était ce jour-là difficile à joindre, et il s'est dit, il faut que j'arrête ces affaires. Et
dans cette période, donc le 8 août, 9 août, 10 août, tout le monde essaye d'avoir une estimation de ce que sont les créances douteuses, c'est-à-dire à l'époque les créances immobilières américaines, qui apparaissent comme étant le problème de l'économie mondiale. Le chiffre qui est évoqué, 8, 9, 10 août, c'est le chiffre de 40 milliards de dollars. C'est un petit chiffre, paraît gros, mais enfin, en réalité, par rapport à l'économie mondiale, c'est un chiffre assez limité. 2 mois après, 3 mois après, vous avez une première étude de l'OCDE sur les créances douteuses, puisqu'on commence à découvrir que le monde bancaire, le monde financier, est en réalité très, j'allais dire, rempli, les bilans du système financier mondial est rempli de créances qui sont des créances considérées comme douteuses, c'est-à-dire susceptibles de ne pas être remboursées. Le chiffre qui est évoqué, donc mettons le 15 septembre 2007, est un chiffre de 250 milliards de dollars. Déjà, on est passé de 40 à 250. Le FMI, qui est une institution sur le plan du travail des économistes, à mon avis la meilleure au monde, à l'époque dirigée par Dominique Strauss-Kahn, sort le chiffre de mémoire de 760 milliards de dollars de créances douteuses. On est 4 mois après. Et le monde entier, financier, académique, tout le monde, se met d'accord le 15 mars sur le chiffre de 4 000 milliards de dollars de créances douteuses au niveau mondial. Nous sommes 15 mars 2008. Ce qui signifie que dans l'appréciation du sujet du risque de créance, de non-remboursement, quand même, tout ça, ce sont des mots compliqués pour dire des choses très simples, on est passé entre donc août et mars, 8 mois, de 1 à 100. Et, chers amis, l'année 2008 n'est pas du tout caractérisée par ce phénomène-là. En réalité, les affaires de créances douteuses jusque-là sont limitées. Le 15 septembre 2008, une banque, Lehman Brothers, fait faillite. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une banque fait faillite. Le seul problème, c'est que, brutalement, en quelques heures, on découvre que les contreparties de ce que Lehman Brothers a diffusé dans le monde entier, dans le bilan de tout le système financier mondial, des Espagnols, des Français, des Allemands, des Sud-Américains, de tout ça, est absolument inconnu. Donc, il y a déjà eu le premier choc de cette importance, de ces chiffres donnés, disant il y a beaucoup de créances douteuses. Mais ça, au fond, ce qui était très intéressant, c'est de voir la méconnaissance qu'on avait du sujet. Mais la méconnaissance n'était rien par rapport à celle qui va bloquer le monde entier en quelques jours. L'affaire de Lehman Brothers est l'affaire la plus importante qui se soit déroulée sur le plan économique et financier à l'échelle mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. En quelques heures, on découvre que personne ne sait ce que Lehman Brothers, notamment en hors bilan, en produits titrisés, a réussi à diffuser dans des centaines d'établissements dont personne ne sait qui ils sont, ce qu'ils ont, ce en quoi ça les met en péril, le fait que brutalement, ce que Lehman Brothers a fait faillite, donc Lehman Brothers ne peut plus rembourser quoi que ce soit. Donc il y avait des échanges entre une banque et une autre, il y en a une qui ne pourra plus rembourser ce qu'elle doit à la banque X. Et il faut bien que vous ayez en tête que ce 15 septembre, cette fin septembre 2008, vous avez dans les faits l'arrêt de l'économie mondiale en quelques heures. Pourquoi ? Parce que, notamment, parce que, je vais prendre le point le plus important, ce qu'on appelle le marché interbancaire, c'est les banques qui se prêtent de l'argent les unes les autres pour leur faire leur liquidité, s'arrête, ce qui fait que les banques ne se prêtent plus d'argent entre elles, et c'est l'arrêt de l'économie réelle quelques jours après. Pour que vous ayez bien ça en tête, l'économie de 2007-2008, c'est celle des années 2000, début des années 2000, alors selon la méthode de calcul, etc.,
je dis la méthode de calcul parce qu'on valorise les produits intérieurs bruts des différents pays avec des taux de change qui sont différents. Donc, selon la manière dont vous faites ce calcul, on est aux alentours de 5% de croissance de l'économie mondiale. C'est énorme, 5%. En quelques jours, le monde va passer de 5% à moins 1%. Il s'arrête. Exactement comme une voiture qui rentrerait dans un mur, elle s'arrête. Et moi, j'ai plein d'amis, je parle de grosses entreprises, j'imagine que les plus petites ont encore plus souffert, qui m'ont dit, brutalement, nous n'avons plus aucun carnet de commandes, ça s'est arrêté. Et il faut bien garder à l'esprit que là, c'est là la difficulté de l'exercice, c'est que le monde a assez bien réagi, entraîné d'ailleurs par le FMI. L'ensemble du monde a décidé qu'il ne fallait pas réitérer un événement aussi tragique qu'avait été la crise de 1930, la crise de 1929, 1930, dont je rappelle juste qu'elle se termine pour les États-Unis en 1943, où ils retrouvent le même niveau d'activité qu'en 1928. Donc pour vous dire que les crises, quand on commence à être englué dans ce type de situation, c'est pas facile de s'en sortir. Et donc la terreur de tous les gouvernements est celle de se dire il faut éviter ça, donc ils vont se lancer dans des politiques qui sont des politiques de dépenses budgétaires très importantes, avec des déficits très importants, notamment le cas le plus extrême, c'est la Chine, qui va faire un déficit de près de 10%, les États-Unis 4%, l'Europe assez moins forte dans ses déséquilibres budgétaires, parce que ça doit être de l'ordre de 2-3%. Et en fait, on va, dès la mi-2009, sortir de ce piège terrifiant qui était de l'arrêt de l'économie mondiale. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, j'imagine que vous l'avez tous connu, je crois qu'on n'a jamais connu cela. Passer de 5% à moins 1%, c'est absolument hallucinant. On commence à s'en sortir, évidemment en accroissant la dette, mon cher Richard, ce mot aussi à prendre avec des pincettes. Et dès 2010, on va rentrer dans des politiques qui vont en réalité dire que la dette est un mal en soi, ce qui n'est pas du tout le fait qu'on a eu raison avant et tort après, ou l'inverse, ou raison ou tort les deux moments. Ce sont ces changements de cap de l'économie mondiale qui sont effectivement très difficiles à faire fonctionner, notamment en Europe, où on va être quand même pas très malin, on va dire ça comme ça, parce qu'on va arrêter ou restreindre les dépenses publiques, mais de manière simultanée dans tous les pays. Or, nous sommes les acheteurs des biens et services les uns des autres. Donc, on va accentuer la mécanique, j'allais dire, de réduction, qui était peut-être souhaitable. Au fond, dans toute cette affaire, il faut regarder ça de manière très soigneuse. Mais ce qui était absurde, c'est de ne pas considérer que certains des pays devaient, au contraire, continuer à acheter des biens et services. On pense évidemment à l'Allemagne qui se portait mieux, et d'autres pays essayer de tenter de restreindre et de réduire leur déficit budgétaire. Ce qui s'est passé, c'est donc cette mécanique, en réalité très idéologique, brutalement la dette, qu'on avait souhaité quelques mois auparavant, c'est ça le problème, devient l'espèce de diable absolu. Ce diable doit être remis dans sa petite caisse et de manière absolument généralisée. Et on va rentrer dans une période, notamment en Europe, qui sera une période très moyenne. Et pour que vous compreniez bien, en tout cas mon point de vue, une fois de plus, tout ça est tout à fait critiquable dans le regard. Mais après ça, on peut tout à fait en discuter. Mais on va mettre de côté les politiques budgétaires. On va considérer que les politiques budgétaires ne peuvent plus être agitées ou utilisées. Et on va utiliser la seule chose qui demeure possible, c'est les politiques monétaires. Un peu, alors en Europe, avec du retard sur ce que les Américains avaient fait. Les Américains, dès 2008-2009, avaient lancé des politiques budgétaires très très fortes, ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire en gros que la Banque centrale rachète des titres publics et privés, et en rachetant des titres, ils créent de la monnaie. Les esprits un peu rapides diraient que c'est une planche à billets, mais ce n'est pas
pas tout à fait ça. Ça existe de toute façon dans tous les cas de figure, mais ils vont l'acheter de manière très forte. L'Europe va commencer à partir de 2011 à jouer ce quantitative easing, et donc le monde entier va reposer sur des politiques budgétaires. C'est que ce qui avait été notre manière de voir depuis un demi-siècle, j'ai deux jambes, je m'appuie sur une politique budgétaire, sur une politique monétaire, je considère que la politique budgétaire est, ma jambe est paralysée, je passe à la politique monétaire, mais je m'aperçois au bout de 2-3 ans qu'on distribue tellement de liquidités qu'en réalité, ça n'est pas d'une efficacité totale. Résumé de la situation, premier point, j'en suis au propos introductif. Hein. Vous savez, moi je peux tenir jusqu'à 11h, hein, donc il faut que vous pouvez préparer les plateaux repas. Donc, premier point, nous sommes très ignorants notamment de la finance mondiale, et nous continuons à l'être. Ce que je dis, c'est plutôt pour essayer de regarder ce qui se passe maintenant. Nous avons toujours ce regard compliqué, incertain, imprécis, insuffisant sur la finance mondiale. Deuxième aspect, nous avons, à partir de 2008, fin 2008, j'allais dire, utilisé successivement de manière un peu traditionnelle des politiques budgétaires. Je dépense plus d'argent pour pouvoir créer de l'activité, puis je m'arrête. Je crée beaucoup de monnaie, parce que créer de la monnaie, ça permet finalement d'accélérer les mécanismes, les marchés, etc. Et l'un et l'autre, en cette période de 2017, n'apparaissent comme jouables. Élément nouveau, les États-Unis ont décidé, comme vous le savez, de réduire leur politique de quantitative easing, donc de création de monnaie de manière aussi importante que par le passé, ils continuent à en créer, mais de façon moins importante. En revanche, M. Trump a annoncé l'équivalent d'une politique de dépenses publiques géante. Pourra-t-il le faire? Le fera-t-il? Quel sera l'impact? Difficile à savoir. Et en Europe, nous sommes dans une situation où la politique monétaire continue à être menée de manière assez vigoureuse. Donc le quantitative easing européen continue à exister tout en ayant un tout petit peu ralenti. Et nos politiques budgétaires sont, comme vous le savez, aujourd'hui, de nouveau un tout petit peu libérées, car, et c'est la fin de mon propos introductif, ce qui me stupéfie en tant qu'économiste, qui en a vu des situations, c'est la volatilité de la pensée. Vous vous en souvenez, 2007, hop, je range, je fais la politique budgétaire, la dette c'est horrible, j'arrête la politique budgétaire, je fais la politique monétaire. Et que se passe-t-il? Le FMI, l'OCDE, les gouvernements, etc. commencent tous à dire maintenant il faut relâcher un peu les freins, il faut relancer les politiques budgétaires parce que sinon on n'arrivera pas à faire, emmené, ou plus exactement précédé par le discours de Trump, qui lui quand même un peu cow-boy, hein, c'est rock'n'roll hein, son discours. Donc voilà. Donc vous avez une première remarque sur le fait que nous ne savons pas grand-chose en termes de chiffres. Nous nous gargarisons, les économistes, de modéliser tout, d'avoir des formalisations top, d'être les meilleurs, j'allais dire des analystes très très rigoureux. J'ai parfois un doute sur ce sujet-là. Et nous avons, au fond, une sorte d'incertitude sur la manière dont il faut agir, qui se traduit comme si vous dirigiez votre entreprise un jour en disant youpla boum, je multiplie la production par 2, non, je la réduis par 2, et puis je vais, etc., etc., etc. Donc, on est dans une période où le maître mot sera incertitude. Ce propos liminaire étant fait, je vais vous donner les 6 termes que je vais employer pour structurer à peu près mon discours. Et le premier mot, c'est le mot de ralentissement. Il faut comprendre que l'économie mondiale, comme je le disais, était en gros 4-5%. Elle sera en gros de 2-3% pour toute une série de raisons que je vais vous expliquer, qui n'ont là rien à voir avec de la conjoncture. C'est fondamentalement un élément structurel, ou des éléments structurels, et c'est ce que je vais essayer de vous développer.
Le deuxième mot, c'est le mot de risque. Risque parce que je suis très inquiet de l'endettement chinois. Je ne vous dis pas à quel point les palinodies de M. Trump rendent tout le monde inquiet. Mais ça, à la limite, ça c'est maintenant du quotidien. Mais plus exactement, il y a, pour prendre cet exemple-là, des risques de hausse de taux d'intérêt très brutales qui poseraient des problèmes majeurs au financement de l'économie mondiale, etc., etc. Le deuxième mot est donc le mot de risque. Le troisième mot est le mot d'incertitude. 2017. Pendant des années, j'ai fait des prévisions macroéconomiques. Elles se révélaient justes ou fausses. Mais il y avait toujours un argument pour expliquer quand elles étaient fausses, elles étaient révélées fausses, des événements improbables s'étaient produits qui expliquaient la faiblesse de l'économiste. Mais on les faisait toujours sur 3 ans. Là, je vais vous faire une prévision macroéconomique très précise sur 2016. Je maîtrise parfaitement 2016. 2017, on ira prudemment. Et si quelqu'un vous fait des prévisions sur 2018 ou 2019, dites-vous bien que c'est un escroc. Le mot n'est pas trop fort. Ça veut dire que nous sommes dans un monde qui est plongé dans un tel univers j'allais dire, de paramètres sur lequel on n'a aucune prise, qu'au jour d'aujourd'hui, évidemment que tout ça changera. Mais nous sommes dans une période qui est une période dans laquelle rien ne permet d'affirmer qu'on aura tel ou tel type de croissance. Et c'est évidemment un élément qu'il faut avoir en tête. Le quatrième terme, c'est le terme de faiblesse européenne. Faiblesse européenne, ce sera au fond un regard sur ce qui peut se passer en Europe de manière très excessive. Juste j'instille une petite dérivée. Toujours dans vos réflexions, dans nos réflexions, on donne souvent à des phénomènes, j'allais dire, d'importance moyenne, une importance qu'ils n'ont pas. La crise grecque, si je prends celle-là, était symboliquement importante, mais quantitativement, pas grand-chose. La Grèce, c'est 3 départements français, et peut-être 4. Et donc, la caractéristique des moments où l'esprit humain est en réalité perturbé parce qu'il ne sait pas, c'est de donner aux têtes d'épingle une importance, une taille qui n'est pas la réalité. Et donc, il faut bien que vous nous réfléchissions ensemble au fait de savoir qu'est-ce qui est important et pas important. Les bons économistes, ce sont ceux, ils ne servent pas à grand-chose, les économistes, sauf à donner des ordres de grandeur, savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, dans cette affaire j'allais dire, d'Europe et de faiblesse européenne, je dirais que la partie grecque est souvent d'ailleurs une sorte de cache-sexe pour d'autres problèmes. Comme quand on s'interroge sur la Grèce, on ne s'interroge pas sur des problèmes majeurs et beaucoup plus importants en Europe. Une parenthèse, on est en août 2011, tout début 2011, la notation de la dette américaine est abaissée. C'est géant, c'est un problème absolument majeur. Et donc, il s'est avéré, là aussi, contrairement à tout ce qu'on avait appris, tout ce que moi j'apprenais à mes étudiants, c'est que la notation d'une dette publique, c'était très important et qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt pour emprunter pour cette dette allaient être très élevés. Pas du tout, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Tout est quand même très rigolo pour nous. Tout ce qui se passe, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a appris à nos étudiants. Mais bon, on s'y fera. Et donc, le secrétaire d'État au Trésor de l'époque, ennuyé, évidemment, c'est pas bon, va rejoindre, sans qu'on l'ait d'ailleurs invité, ses collègues ministres des Finances et de l'économie des finances de l'Union européenne et de la zone euro, c'est qu'il y a toujours deux séances, à Wrocław, en Pologne, en septembre. Et quel est le job de ce ministre? C'est évidemment, comme on ferait nous tous, quand on a une mauvaise nouvelle
On essaie de la dissimuler, ou plus exactement, de passer le ballon à quelqu'un d'autre. Et il y a la crise grecque. La crise grecque, toujours ce même été. C'est rien du tout. Enfin, c'est politiquement ennuyeux, mais économiquement, ça n'est pas la fin du monde. Et que fait notre bon ministre de l'économie américain, secrétaire d'État au Trésor? Il arrive à Wrocław. À mon avis, il ne savait pas où était Wrocław. Il arrive et il est interrogé. On lui dit mais pourquoi venez-vous alors qu'il n'a aucune raison d'être là. Et il dit je suis venu apporter ma solidarité, la solidarité des États-Unis dans cette terrible crise que connaît l'Europe avec la crise grecque. Et youp la boum, tout le monde oublie la baisse de notes des États-Unis et tout le monde se dit quelle gentillesse, vraiment ils sont sympas les Américains dans cette affaire-là. Et à mon avis, ce qu'il a raconté par la suite, c'est que lui ne savait pas où était la Grèce. Donc voilà. Donc ce sera la faiblesse européenne, la panne française, cinquièmement. Je suis un tout petit peu moins pessimiste que Richard, qui en a un peu rajouté. C'est normal, c'est son métier. Il a fait du teasing, c'était sympa, mais ça ne veut pas dire du tout que la situation française soit bonne. Mais on peut là aussi, regarder les chiffres de manière très très soigneuse. Il l'a fait. Je me suis juste permis respectueusement de lui dire que les 57% de dépenses publiques par rapport aux 44 ne sont pas toutes exactement sur le même périmètre. Et qu'il nous arrive de considérer qu'une partie des dépenses publiques, c'est-à-dire la santé, l'éducation, etc., on ne fait pas exactement le même périmètre. Ça ne veut pas dire que nos dépenses publiques ne soient pas trop élevées. Ça veut simplement dire que si on veut bien défendre une position, il faut la défendre. Alors, une fois de plus, le chiffre de Richard est parfaitement exact et je ne me permettrai évidemment pas, d'abord ce serait très imprudent, je souhaite partir d'ici avec beaucoup d'amis, ce serait très imprudent de dire que le président du BNF n'est pas très rigoureux dans son affaire. Je dis juste que souvent les chiffres doivent être regardés très soigneusement. Et enfin, je voudrais vous donner peut-être une petite lueur d'espoir en cette fin d'après-midi, quelque chose d'optimiste, et donc je parlerai du contrat intergénérationnel, c'est-à-dire au fond, notre force à nous, c'est d'avoir une jeunesse quand même très dynamique, très talentueuse. Ça, c'est en tout cas un de nos atouts, et donc c'est important de voir comment on peut essayer d'utiliser cet atout de la manière la plus efficace. Voilà. Alors donc, je regarde ma montre. J'ai déjà perdu 20 minutes. Pas vous, parce que je trouve que c'était très bien ce que j'ai dit. Vous savez, à un certain âge, si vous ne dites pas du bien de vous, personne ne le fera à votre place. Alors, reprenons les 6 points. Une fois de plus, j'ai essayé de le bâtir par rapport à vous qui êtes des entrepreneurs. Et moi, j'ai un regard différent du vôtre, mais en essayant de le structurer par rapport à ce que, au fond, ce qui nous permet après de discuter. Et je redis que aucun des éléments que je peux évoquer n'est inexact. Je suis trop honnête et trop rigoureux pour faire ça. En revanche, l'approche, l'analyse et tout, franchement, vous pouvez y aller. Hein, on peut canarder. Le premier élément, c'est celui du ralentissement. Alors, c'est très important parce que le monde a vécu avec une sorte de description de son avenir dont vous vous souvenez, il y a quelques années, tout ça a disparu, mais il n'y a pas très longtemps, hein, qu'il était celui d'une croissance très rapide, entraînée par les pays émergents, notamment par la Chine, soutenu par finalement des pays, notamment les États-Unis et l'Europe, qui avec des taux de croissance plus favorables pour les États-Unis, mais l'un dans l'autre qui soutenait bien le mouvement. 5% de croissance, 4% de croissance, mais c'était très important. Et lorsque la crise de 2007-2008 a éclaté, il y a eu donc ces mouvements de politique budgétaire, politique monétaire, etc. Mais nos esprits paresseux, car nous sommes tous paresseux, je ne vous regarde pas particulièrement vous, mais nous sommes tous paresseux. Non, vous êtes juste devant, mais je suis sûr que vous êtes le contre-exemple.
Pas sûr. On a toujours tendance à considérer qu'on a suivi une droite, une courbe, qui est une droite, en fait, taux de croissance, et que, sitôt passé le choc, on allait retrouver la même droite, simplement avec ce passage qui nous avait fait un peu plonger. Et donc, c'est ça la paresse. Et je dois dire que pour une fois, je ne l'ai pas été parce que avec d'autres, avec des économistes beaucoup plus réputés, beaucoup plus talentueux que je ne le suis, mais dès 2013, un certain nombre de personnes ont écrit, un peu partout dans le monde, la sortie de la crise. C'est d'ailleurs pas lié à la crise. C'est la période 2015, on va dire 2025, 2030, sera fondamentalement différente de celle que nous avons connue préalablement, non pas à cause de la crise, parce que la crise, je n'ai pas le temps de vous expliquer à quel point elle est aussi assez facile à analyser, mais tout simplement pour 6 raisons que je vais vous donner, qui sont des vertus différentes selon les pays, mais le monde tel qu'il est un monde qui est déterminé par ce que moi j'ai appelé 6 contraintes. 3 anciennes, non. Oh. C'est quelqu'un qui souhaite... Non, je vais l'arrêter, parce que sinon... Bon. Je vais l'arrêter. Je crois qu'il faut l'arrêter comme ça. Hein? Voilà. Arrêtez. 6 contraintes que nous ne savons pas aujourd'hui résoudre et qui, au fond, déterminent notre avenir. Dans le débat présidentiel d'aujourd'hui, qui a des qualités et des défauts, il y a une seule chose qui est intéressante, c'est que tous les candidats, avec des qualités plus ou moins grandes, ont compris que, quoi qu'il arrivait, il ne s'agit pas du tout de parler de décroissance, de ceci, de cela, mais que la forme même de la croissance allait quand même un peu évoluer. C'est une évidence, c'est le choc numérique, c'est le choc écologique, enfin, transition énergétique, etc., etc. Et donc, je vous passe sur le sujet assez rapidement, mais c'est le seul point sur lequel je suis très sûr de moi. On ne peut pas avoir une croissance de plus de 2,5, disons, à l'échelle mondiale, tant qu'on n'a pas surmonté ou résolu les problèmes de ce que je vais vous dire. Il y en a 3 du passé, qui sont des phénomènes plutôt, j'allais dire, d'ordre sociologique et qui caractérisent les 20 dernières années. Il y a eu une montée incroyable des inégalités dans tous les pays. Vous savez, on sort qu'aux États-Unis, les 30 premières fortunes font l'équivalent du patrimoine d'une quarantaine de pays. Enfin bon. Et ça, ce phénomène-là joue parce qu'il y a toujours une relation entre inégalité et croissance. Et il est clair, je vais revenir dans un instant, notre pays étant vraisemblablement un des pays qui est le moins touché par cela, mais il est clair que ces inégalités telles qu'elles sont, c'est pas tellement les inégalités, mais c'est ce que nous appelons dans notre langage à nous français la disparition de l'ascenseur social, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que quand ils sont en dessous, ils ne peuvent plus remonter, quoi. Ce qui n'est pas notre histoire, l'histoire de France des 2 derniers siècles. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je l'ai indiqué, c'est que la finance est absolument, aujourd'hui comme hier, à maîtriser, très tournée comme une industrie pour elle-même. Ce qui était frappant, c'est que quand j'étais jeune, l'idée même de la finance, c'était son utilisation pour l'économie réelle. C'est-à-dire comment elle finançait l'économie. Objectivement, aujourd'hui, ça n'est plus le sujet. C'est une industrie qui est tout à fait honorable, je ne suis pas en train de... Mais c'est une réalité qui bouleverse complètement les sujets et qui est le fait qu'au fond, vous avez un développement d'activités, de fourniture de produits financiers qui ont pour objet de permettre de se rentabiliser pour elles-mêmes, etc. Il ne s'agit pas d'aller financer le TGV ou je ne sais pas quoi, il s'agit de développer des produits. Et lorsque, à la suite de la crise 2007-2008,
on a en réalité, je dis ont été développés des phénomènes de régulation très importants pour la banque, pour l'assurance. Dans les faits, c'est créé à côté de la finance régulée, ce qu'on appelle le shadow banking, qui aujourd'hui représente peut-être 50% de l'économie financière. On ne sait pas bien, mais donc on est, en tout cas, l'ordre de grandeur est important. Et c'est non résolu. Moi, au fond, il y a une industrie financière qui s'est créée, ça ne me pose pas de problème. Il faut juste qu'une partie serve à financer l'économie réelle. Voilà. Et c'est pas si facile que ça. Donc ça signifie quand même il y a un espèce de contrôle, non pas des publics, mais des collectivités. C'est une espèce de, même, j'allais dire, une prise en charge par les sociétés du fait que la finance doit aussi servir à financer l'économie réelle. Le troisième sujet qui est aussi du passé, qui est très largement explicatif de la crise que nous avons connue, c'est ce transfert d'activité inconnu par son ampleur pendant les 2 derniers siècles, transfert d'activité de nos pays vers les pays émergents. On peut faire des tas de calculs, moi j'en ai fait, comme tous les calculs ils se révèlent faux, mais les ordres de grandeur peuvent être approximativement exacts. Je pense que 20% de la production de nos pays est passée dans les pays émergents pour favoriser le consommateur, comme vous le savez, puisque la globalisation, dans un premier temps, c'est le triomphe du consommateur qui achète son téléviseur à juste titre. Hein. Moi, je n'ai que très peu de critiques par rapport aux choses, je constate juste. Simplement, il y avait une double erreur. L'erreur, c'est que, comme dans un pays comme le nôtre, on prend en charge les personnes qui sont sorties du jeu, il faut bien les payer, donc vous avez une augmentation des charges. Donc ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et deuxième chose, c'est que ça avait un temps. Et quand vous prenez Trump, quel que soit le regard que vous pouvez avoir par rapport à Trump, c'est exactement ce qu'il exprime. C'est-à-dire, on arrête le temps du consommateur et on ramène le boulot chez nous. Pourquoi ? Parce que toutes nos sociétés, je parle des sociétés occidentales, n'ont plus le souci d'accumuler des objets, en tout cas pour les 70 à 80% des gens qui ne sont pas des pauvres, puisqu'on a aussi beaucoup développé ça, mais qui ont en fait désormais le souci de ce que vont faire leurs enfants. Donc c'est ça le sujet. Il y a un basculement, et Trump, si vulgaire soit-il, si brutal, si dangereux, si problématique soit-il, il y a une partie de ce qu'il dit qui est quand même la réalité de ce que les gens pensent. Et vous voyez bien que ce sont les votes, et les votes divers et variés, qui sont par nature respectables dans la démocratie, mais les votes dits, j'allais dire, j'aime pas le mot populisme, mais les votes un peu de rejet des dispositifs et des systèmes existants, sont des votes qui sont quand même très liés au sentiment d'une partie de la population d'être exclue. Je vais d'ailleurs tout à l'heure, à la fin, vous donner une manière dont notre petit groupe d'économistes essaye de participer à la solution de ce type de problème. Et donc, ça, ce sont les contraintes, c'est le monde dans lequel on est. Ce monde, le monde a toujours été défini par des problèmes qu'il ne savait pas résoudre. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. On ne sait pas bien résoudre la finance, oui, c'est comme ça. Tout ça, les inégalités sont excessives, notamment dans les pays anglo-saxons, oui, ça pose un problème, et les gens qui sont en dessous, ils n'en peuvent plus. C'est comme ça. Ce qui est intéressant, ce sont les 3 nouvelles contraintes. 3 nouvelles contraintes. Et celles-là, elles figent la trajectoire de l'économie mondiale pour les 20 ans qui viennent de manière assez sérieuse. Nous avons observé, pas dire très difficile, observé un phénomène. Dans tous les pays du monde, chers amis, dans tous les pays du monde, les gains de productivité, c'est-à-dire la croissance de l'efficacité de la production, de la mise, a baissé de manière très significative. C'est le cas en Chine, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe, c'est le cas en France, c'est le cas partout. C'est un paradoxe,
parce que vous avez le sentiment que, au contraire, on est en ère numérique, que ça devrait être... Mais non, c'est pas comme ça. Alors, il faut bien que vous voyez que quand on calcule les gains de productivité d'une société, vous regardez la société en prenant les gens qui sont dans l'industrie, les gens qui sont dans les services, les gens qui sont dans l'agriculture. Vous voyez bien que dans les services, les gains de productivité sont moins importants que dans l'industrie, par nature. Or, toutes nos sociétés ont tendance à voir la partie des services augmenter de manière très significative. Mais la croissance en fin de parcours est liée aux gains de productivité qu'on a. Or, les gains de productivité en Chine, ils sont passés de 6 à 3, aux États-Unis de 4 à 2, en Europe de 2 à 1, partout dans le monde. Ça a baissé. Et ça rejoint une interrogation forte que les observateurs, les économistes ont sur ce qu'ils appellent la transition, ce que nous appelons tous la transition numérique, c'est-à-dire le fait que la numérisation progressive d'un grand nombre de métiers, dans un premier temps, n'augmente pas de manière très significative les gains de productivité, pris dans leur globalité. Et deuxième sujet, comme une sorte de courbe en J, dans un premier temps, ça baisse le niveau de l'emploi et ça baisse le niveau de la valeur ajoutée. Alors évidemment que par la suite, comme toutes les révolutions industrielles, c'est toujours pareil. C'était un domaine sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé il y a quelques années. Il y a toujours ce phénomène, qui est ce phénomène en réalité de substitution de machines à l'homme. D'abord, au début, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si facile que ça de mettre en œuvre. Deuxième sujet, on vous dit, on crée de nouveaux emplois. C'est vrai, mais pas tout de suite. Donc il y a quand même des mécanismes qui sont des mécanismes de création, destruction-création qui sont beaucoup plus longs. Et donc on se retrouve confronté à ce problème que les économistes, un certain nombre d'économistes américains parmi les plus brillants, appellent, à mon avis à tort, la stagnation séculaire, c'est-à-dire cette phase dans laquelle la croissance de l'économie mondiale ne serait pas, comme je vous propose en ralentissement notable pour les pas moi ça, ne serait pas en ralentissement notable pendant les 10 ou 15 ans qui viennent, mais serait en ralentissement notable ou en stagnation séculaire, donc pour une durée très longue. Et donc, ils ont cette argumentation. Vous allez voir qu'elle s'appuie sur autre chose. Donc, c'est ce qu'on appelle, au fond, l'incertitude sur la technologie, le chômage technologique, etc., etc. Je pense que, contrairement à ce que dit un des candidats à l'élection présidentielle, je pense qu'il sort une ânerie plus grosse que lui. Cette idée que l'emploi va disparaître est une absurdité. Et l'argument que j'ai employé d'ailleurs dans un petit débat que j'ai eu avec quelqu'un très sympathique d'ailleurs, qui était un de ses soutiens, sur France Inter, c'est de dire, la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 derniers siècles. Il y a eu des révolutions technologiques. Elles ont évidemment, dans un premier temps, plutôt détruit des emplois. Ça, il ne faut pas trop se raconter d'histoire, mais dans un deuxième temps, il s'avère que l'emploi, quand on a électrifié, en 30 ans d'ailleurs, les campagnes, les mondes, etc., se sont créés des millions d'emplois. Et donc, je ne dis pas que je suis sûr que les choses vont se reproduire de la même manière, ce serait très prétentieux. En revanche, j'interdis à toute personne censée d'annoncer la fin du travail, comme l'avait annoncé, je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom, et alors ce qui m'a fait très plaisir, c'est que vous avez peut-être remarqué, je ne suis pas d'une agressivité absolue. Et donc, j'étais avec cette dame tout à fait sympathique, d'ailleurs, qui sortait ses absurdités. Et je lui ai répondu avec tellement je l'ai dit en disant, on pourrait penser, comme vous le dites, etc. Je n'ai évidemment pas employé les mots de « c'est stupide », ce que j'avais envie de dire. Et la personne était tellement surprise d'avoir j'allais dire, un contradicteur, j'allais dire au fond, très, très bienveillant, que du coup, elle en a perdu tous ses moyens, elle ne trouvait plus ses mots, et du coup, j'ai pu dire tout ce que je pensais, elle n'était plus incapable de dire un seul mot.
Ce qui était, finalement, vous voyez, là, ça peut être très habile d'entourer les gens d'une sorte de sympathie. Elle était sympathique d'ailleurs. Le deuxième argument, la deuxième nouvelle contrainte majeure, le monde, l'histoire du monde est déterminée par la démographie. Alors, vous vous souvenez ou vous en souvenez pas que le problème qui avait été posé au XIXe siècle par Malthus, vous vous souvenez Malthus, on emploie l'expression malthusien. Malthusien, ça veut dire celui, c'était de dire qu'il y aurait la progression de la production c'était une progression arithmétique, vous vous en souvenez, on a fait ça en terminale, hein, et que la progression de la démographie c'était géométrique. Évidemment, la géométrique ça va plus vite, et donc la vision malthusienne c'était qu'il fallait que les pauvres, alors c'était pas très sympa pour les pauvres, ils fassent abstinence, moyennement gay, abstinence pour pas avoir d'enfants. T'es quand même... Ah oui, c'était fini. Keynes, presque un siècle après, presque un siècle après, plus malin, plus sympa, pensait comme Malthus, Dieu sait si c'était malin, mais c'était moins sinistre, parce qu'il avait proposé, lui, la contraception. C'est un peu rigolo. C'était moins... parce que franchement... Et pour tout le monde, pas uniquement pour les pauvres, parce que les pauvres, déjà, ils étaient pauvres, et ils n'avaient plus droit à goûter certains plaisirs de la vie. Donc, difficile, mais le sujet d'aujourd'hui n'est plus celui-là. Il est que la population mondiale continue à s'accroître, mais que, soumis à trois phénomènes, qui sont le fait que la mortalité infantile a diminué dans beaucoup de pays, enfin tous les pays émergents, que la durée de vie augmente, et que le nombre d'enfants par femme diminue, en tout cas dans la plupart des pays, on se trouve dans un dispositif dans lequel les démographes se trompent, au moins sûrement que les économistes, mais il y a une croissance, un plateau à partir de 2040-2050 qui serait de 9 milliards d'habitants. Mais surtout, chers amis, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la répartition en âge. Et la répartition en âge, aging, pour employer un anglicisme que vous allez arriver à comprendre, aging, de âge, ne me regardez pas avec cet air mauvais, aging, vous avez quand même une évolution de l'économie mondiale qui est évidemment très perturbée. Elle est très perturbée parce que l'âge, j'appelle l'âge, c'est le fait que l'âge moyen, le vieillissement, pardon, c'est que l'âge moyen de la population s'accroît. Or ça veut dire plus de retraite, ça veut dire plus de dépenses de santé, ça c'est pour le volet coût. Deuxième aspect, normalement, c'est plutôt les gens de 20 ans qui innovent que les gens de 60 ans, même s'il y a des gens de 60 et plus qui sont très innovants. Non, oui, d'après? Ah, si. Et troisième sujet, le plus important de tous, qu'on va retrouver en France, c'est que la finance, l'épargne financière, est entre les mains, évidemment, des personnes de mon âge. Et si moi, on me dit, tu devrais mettre ton argent dans une petite start-up qui va te donner un résultat dans 20 ans, j'hésite. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, l'aversion au risque augmente. C'est le problème géant de l'évolution du monde. Le vieillissement est vraisemblablement beaucoup plus important que le numérique, ou beaucoup plus important que la transition écologique, qui évidemment, à un moment ou à un autre, va faire que l'énergie coûtera plus cher. C'est en réalité. La réalité du dispositif, c'est que les trois raisons que je viens de vous donner font que l'économie mondiale ralentit. Et la troisième raison, celle que je viens d'évoquer, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'épargne à l'échelle mondiale. Pendant les 20 dernières années, les déficits américains ont été financés par les excédents d'épargne chinois. Donc il y avait une espèce de transfert. Les Chinois achetaient des titres américains, des titres publics. Mais maintenant, vous voyez bien qu'ils sont en train de se recentrer. Donc, problème
c'est que tout ça ralentit la capacité ou diminue la capacité d'utilisation d'épargne libre. Nous-mêmes, nous vieillissons, donc l'épargne disponible, prête à prendre des risques. Il y a beaucoup d'épargne, ce n'est pas le sujet. C'est un débat que j'ai avec d'autres économistes. Évidemment qu'il y a beaucoup d'épargne, pas le sujet. Le sujet, c'est que cette épargne ne veut pas s'investir dans du risque. Et donc, vous voyez bien que ces trois phénomènes, qui se trouvent d'ailleurs assez bien vérifiés, le premier, les gains de productivité, ça se voit. Le deuxième, le vieillissement, ça se voit. Le troisième, c'est l'investissement. C'est ralenti partout dans le monde, sauf les investissements d'infrastructures dans les pays émergents. Mais à part ça, ça s'est ralenti. Tout ça nous conduit à une vision de ralentissement. Quelle heure est-il, là? Il est 25. Oh là 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 là. Et j'en suis... Bah non, je suis au premier point de 12 points. Donc, Richard, quand vous aurez abandonné la mécanique, il y a un métier qui vous attend. Bon, le ralentissement, c'était le risque. Les risques, on va aller assez rapidement, ils sont en réalité dans ce monde qu'on a du mal à analyser, qu'on a du mal à saisir, qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à maîtriser, alors qu'on avait, vous en souvenez, à un moment souhaité créer une gouvernance mondiale. On a créé le G20, on a imaginé des tas de solutions qui permettaient au fond d'essayer de prendre en charge collectivement l'économie mondiale. Ça a tenu un an et demi. Vous vous souvenez que le G20 français qui avait lieu à Cannes a été totalement perturbé par le fait que M. Karamanlis, qui était Premier ministre grec, a annoncé qu'il allait faire un référendum. Toujours la Grèce. Hein. J'ai rien contre la Grèce, mais je trouve que là... Et du coup, le truc à Cannes, complètement... Il y avait des sujets majeurs pour l'économie mondiale. On s'est interrogé sur notre affaire grecque. Et donc, les risques, ils sont au nom de trois. Il y en a deux qui sont des risques, j'allais dire, de court terme, qui peuvent arriver n'importe quel jour. Le premier risque, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on s'est raconté, l'endettement global, privé et public, puisqu'il n'y a pas tellement de différence entre les deux, contrairement à ce qui est passé, entre 2008 et 2013, l'endettement mondial, au lieu de se stabiliser, retenez juste ce chiffre, parce que je vous assure, il est incroyable, a augmenté de 50 000 milliards de dollars. 57 000 milliards de dollars. Tout ça, largement d'ailleurs de l'endettement privé. Et lorsque je regarde l'endettement chinois, je m'aperçois qu'il est passé, public plus privé, hein, il est passé de 150% à 250% en 5-6 ans, tout simplement parce que derrière cet endettement, la réalité de l'endettement, c'est que toute une partie de l'industrie chinoise est une industrie qui est de fait nationalisée, sont des entreprises publiques dans un état épouvantable et que, évidemment, le gouvernement chinois ne peut pas arrêter. Donc, le substitut à ça, c'est de l'endetter pour leur permettre de tenir le choc. Et le premier des risques, c'est d'ailleurs pas un risque, le problème, c'est une certitude. Mais la première des difficultés que nous aurons à connaître, quand c'est le problème, c'est le fait qu'à un moment ou à un autre, le système financier chinois connaîtra de grosses difficultés. Soit au niveau de ce secteur public industriel qui est totalement pourri, soit au niveau des collectivités locales, ils ont quand même, vous imaginez bien, vous en souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont eu un déficit public de 10%, ils ont cru de manière très incroyable leurs investissements qui parfois apparaissent comme superfétatoires. Alors on va me dire, oui, mais ils ont beaucoup de réserves. Retenez ce chiffre, chaque mois, 150 milliards de dollars quittent la Chine pour aller acheter des entreprises partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que l'argent chinois, les réserves chinoises vont chercher ailleurs
les moyens de se rentabiliser. Voilà. Le deuxième risque, il est je vais l'appeler risque de taux d'intérêt et risque de change, de guerre d'échange. C'est celui que notre ami Trump est en train de lancer. C'est cette idée que, au fond, les politiques des pays, notamment les États-Unis et l'Europe, sont très largement divergentes. Quantitative easing s'est arrêté, madame, comment s'appelle, la patronne de Yellen, a déclaré alors qu'elle est prudente sur ces sujets-là, a déclaré qu'elle allait faire 3 petites hausses de taux d'intérêt. Ils ont arrêté leur quantitative easing. Nous, on continue. Les différences de taux sur les 10 ans sont aujourd'hui d'un 5, ce qui est très important, ce qui évidemment crée un phénomène d'accumulation d'argent et de canalisation d'argent vers les États-Unis, de partout, pas tellement d'Europe, mais surtout des pays émergents. Donc tous les pays émergents se retrouvent avec de l'argent qui quitte leur territoire pour aller vers les États-Unis. Et donc c'est un espèce de difficulté globale où on voit apparaître une guerre d'échange possible. On la voit apparaître dans ce que disent les Chinois, ce que dit Trump, etc. En réalité, là, Trump aussi est de manière extrêmement brutale, mais le révélateur de quelque chose qui préexistait. Il n'y a plus de coopération entre les banques centrales. Des taux d'intérêt qui pourraient grimper très rapidement. Alors, que les taux d'intérêt grimpent un peu serait très bien, notamment pour les assureurs-vie. J'espère qu'il y a des assureurs-vie dans la salle. Assureurs-vie, c'est très très bon. Ça permet d'un peu remonter la rentabilité de leur placement. Mais la crainte, c'est ce qui s'est passé en 87 ou 94, ça se passe en 8 jours. Tchac, les taux d'intérêt qui grimpent, et là, l'économie mondiale s'arrête. Donc c'est le deuxième risque. Le troisième risque, il est plus politique. Il nous concerne d'ailleurs, nous, comme les États-Unis, mais peut-être un peu plus les États-Unis que nous. C'est le fait que lorsque vous regardez l'évolution des marchés du travail, quand, cher Richard, vous dites, à juste titre, tout ce que vous avez dit est impeccable. Je n'aurais sûrement même pas été capable de dire des choses aussi précises. Mais quand vous dites le taux de chômage est faible, vous êtes obligé de rajouter 2 choses. Quelle est la structure de l'emploi qui est proposée ? Dans beaucoup de pays, dans tous les pays d'ailleurs, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la bipolarisation du marché du travail. C'est-à-dire que vous avez, si vous prenez Amazon, vous avez 5% des gens qui font des logiciels, 5% qui font de la compta, des trucs, des ceci, de cela. Et puis, j'exagère peut-être, mais une part très importante, c'est 70-80% des gens qui font des paquets. Quand vous regardez les évolutions des emplois qui sont fournis, ils sont aux 2 extrémités. Et l'énorme difficulté que nous avons, me semble-t-il, le risque, c'est celui, au fond, de tenir un discours extrêmement fort, et à juste titre, sur la formation des jeunes, sur la qualification qu'ils doivent avoir, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, une fois de plus, je suis un optimiste, donc je suis convaincu que ces difficultés seront dépassées dans les 10 ans qui viennent. Mais je parle d'aujourd'hui. Beaucoup des emplois qui sont proposés sont des emplois qui ne correspondent pas particulièrement en France, partout, à la qualification qui est la qualification de ce qu'on espère. Sortons un instant de la France, allons ailleurs, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés, mais les emplois, c'est... Je veux dire, aux États-Unis, quand vous êtes vraiment en bas de l'échelle, il vous faut 2 emplois pour vivre. Donc il y a quand même un problème, et sur la rémunération, et sur la qualification. Et moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand des sociétés sont un peu confrontées à cette difficulté. Je suis sûr que vous tous, évidemment le MEDEF, à Paris comme à Poitiers, pensent que l'application, c'est une bonne chose en soi, mais ça pose un petit problème d'offre et de demande.
Voilà les risques que je vois pour les années qui viennent. Et derrière ces risques, vous voyez bien que c'est au fond cette bipolarisation, ça crée quand même beaucoup de frustration. Ça ne peut jouer que si les gens qui sont en bas de l'échelle ont le sentiment qu'ils peuvent grimper. C'est là où la qualification retrouve tout son rôle. Mais ça suppose être quand même assez fortiche. Toutes nos sociétés ne sont pas structurées comme ça. Et ça écrase évidemment des emplois qui sont les emplois j'allais dire, assez répétitifs des classes moyennes basses qui sont ceux qui aujourd'hui vont plutôt vers des votes de rejet. Enfin, plus, j'aime pas le mot populisme, c'est négatif. Les gens qui se sentent pas bien, ils ont le droit de se sentir pas bien. Ils sont aussi malins pas que vous, mais que moi. Voilà. Le troisième sujet, c'est celui de l'incertitude. Je vous l'ai dit, l'incertitude, c'est le fait qu'au fond, les prévisions aujourd'hui macroéconomiques sont quand même à prendre avec des pincettes. Ce qui m'amuse, c'est de voir le FMI qui, chaque année, sort un chiffre. Alors maintenant, ils se sont calmés. Mais jusqu'à 2 ans, ils sortaient un chiffre de croissance pour les États-Unis de 3,5. Puis 2 mois après, il baissait. Et il passait à 3,1. Puis il baissait. Est-ce que je peux vous demander, et vous n'êtes pas du tout obligé de me répondre, si vous savez quelle a été la croissance américaine de cette année? Ça n'a aucune importance de le savoir. Ben vous voyez Richard. Non, Richard, vous ne pouvez pas lire parce que c'est... Non. Permettez-moi respectueusement de dire que moi je me demande si je ne vais pas poser ma candidature comme président du BNF à Poitiers. La concurrence est ouverte. Non, je plaisante parce que tout le monde dit ça. Et vous avez totalement raison, bien entendu, sinon je ne me serais pas permis de faire cette mauvaise plaisanterie. La croissance américaine cette année est, selon, on n'a pas les chiffres définitifs, entre 1,6 et 1,7. On continue inlassablement à penser que l'Amérique a des taux de croissance hallucinants. Ils en avaient, mais depuis il y a 5-6 ans. Enfin, avant la crise 2007-2008, et leurs chiffres sont supérieurs aux chiffres que nous avons, nous. Pas croire, je reste très admiratif de l'économie américaine, bien entendu, mais pas ce qu'on raconte. 1,6, 1,7, et lorsque l'on dit que le phénomène Trump va booster, ce qu'on voit bien sur les marchés financiers d'ailleurs, va booster un peu la croissance, les prévisions qui sont faites sont de 2,1, c'est-à-dire qu'il va gagner 0,4, 0,5. 2,1. Cette année, la croissance de la zone euro a été de 1,7, supérieure ou équivalente à la croissance américaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on vit quand même sur beaucoup d'idées, il faut bien regarder les choses. Hein. C'est important de ne pas se tromper chaque affaire. Ce qui ne veut pas dire que sur les 10 dernières années, la croissance américaine a été très nettement supérieure à la croissance européenne. Je prends l'année dernière. Donc, il va y avoir incertitude, petit effet Trump, sauf s'il déclenche une guerre mondiale, parce qu'il est quand même capable de beaucoup de choses. On peut penser que donc la croissance mondiale va gagner 3,1, 3,2, vous voyez, plutôt au-dessus du 3 qu'on avait, mais pas de manière très importante, pas très significative, avec une croissance chinoise dont chacun sait qu'elle n'est plus la même que la précédente, qu'elle était précédemment, mais qui reste très importante, mais sur lequel on a, nous, les économistes, toujours beaucoup d'incertitudes, puisque la seule manière de calculer réellement la croissance chinoise, c'est de regarder quelles sont leurs importations, pétrole, aussi. On voit bien que ça a un peu ralenti, mais ça reste quand même important. Beaucoup de pays émergents ont été les victimes de ce phénomène, j'allais dire, de canalisation de l'épargne, des flux financiers vers les États-Unis, parce que les taux d'intérêt étaient un peu plus élevés, parce que ceci, parce que cela, parce que l'annonce de la fin du quantitative easing a poussé les uns les autres à se dire ça va remonter les taux d'intérêt, et donc ça a quand même posé des tas de problèmes, notamment pour beaucoup de pays d'Amérique du Sud, pour la Russie, pour ceci, pour cela. L'ensemble de ce que l'on peut dire, c'est que si on n'a pas un pépin, on fera une croissance de
un peu plus de 2% aux États-Unis, d'un peu plus de 6% en Chine, d'un peu plus de 4,5% dans tous les autres pays émergents, de 1,5% en Europe. En France, c'est très difficile à prévoir, parce que tout dépend de ce qui peut se passer à partir de l'élection à venir. Et donc, on peut imaginer qu'il y aura quand même des modifications budgétaires assez significatives et récemment un peu de croissance. Donc, enfin, on peut, là-dessus, chacun a son opinion, et je me garderai bien de rentrer sur un terrain miné comme celui-là. J'ai d'ailleurs tout à l'heure été bien imprudent en citant l'homme pour qui le travail n'existera plus. Vous voyez donc, au fond, à partir de cette vision j'allais dire, d'un monde et d'une trajectoire de l'économie mondiale qui, l'un dans l'autre, se ralentit, mais il n'y a pas de drame, c'est pas non plus, en tout cas pour les 10-15 années qui viennent, on voit une forte incertitude, une forte volatilité des croissances. Le mot volatilité est, je trouve, important à conserver dans notre discussion. On est quand même très surpris de beaucoup de choses. Moi, j'avais quand même une prévision de croissance pour la France un peu plus forte que celle qui a été prévue, et j'avais une prévision de création d'emplois marchands moins importante. Vous voyez, donc on est dans un dispositif qui est surprenant. La France c'était dans Le Monde tout à l'heure, qu'il y avait une analyse du commerce extérieur français qui est quand même le problème de compétitivité qui demeure très important. La croissance a été quand même nettement moins bonne que la moyenne de la zone euro. En revanche, les créations d'emplois, avec beaucoup d'indicateurs qui montrent ce qui se passe sur l'emploi interne, les intermittents, comment ça s'appelle, les intérimaires, pardon, j'ai intermittent, c'est un autre cauchemar. Donc, on voit bien que tous ces signes vont dans l'idée que le marché du travail ne se rétablit pas de manière très significative, mais il est plutôt dans un sens plus positif. C'est ce qui m'avait d'ailleurs un peu trompé, parce que moi j'étais toujours sur un taux de croissance de 1,3 à 4, pas non plus la fin du monde, mais j'étais quand même surpris de ce chiffre. Je suis sûr d'ailleurs qu'il sera remodifié par la suite, donc je ne crois pas à ce chiffre d'un 1. Cela dit, il est inférieur à la moyenne européenne. Oui, je suis quand même... Non, je pense qu'on va retrouver après, vous savez, modifications, on va retrouver. Vous savez ce qui nous plombe, hein. Dans votre calcul de taux de croissance, à un moment, vous avez le taux de croissance de la consommation, et ça, et le taux de croissance du solde du commerce extérieur. Et ce solde du commerce extérieur, c'est moins 0,6. Quand même beaucoup, quoi. Quand même... Mais là, je suis en train de passer sur la partie française. Donc, l'incertitude, l'Europe, je passe rapidement. Je vous ai dit à quel point je trouvais qu'on mettait souvent l'accent sur des sujets qui étaient non pas inintéressants, inimportants, simplement en ordre de grandeur, pas aussi importants que d'autres sujets. Le problème européen aujourd'hui, c'est l'Italie, qui est, à mon avis, le pays qui est dans la plus grosse difficulté. L'Espagne, comme vous le savez, a connu une remontée. Dans les commentaires qui étaient faits sur la croissance espagnole et sur l'évolution du marché de l'emploi, on oublie souvent de dire d'où on partait. On partait quand même d'un taux de chômage très important. Donc, c'est vrai que ça redémarre. C'est une affaire qui apparaît, en tout cas claire dans sa trajectoire. L'Italie, notamment son système bancaire, apparaissent comme extrêmement fragile et donc difficile de savoir. Je pense que c'est le maillon faible en Europe. Et comme vous le savez, nous avons par ailleurs une incapacité au fond, de créer des conditions d'investissement en coopération, ce qu'on appelle le plan Juncker. Le plan Juncker est au fond la première mesure de décision d'investir de manière commune en Europe. Bon,
il met beaucoup de temps à se développer. Les ordres de grandeur, ils ne sont pas. Il nous faudrait en Europe, par rapport à la manière dont on investit, que dans les 5 ans qui viennent, on investisse 1200, 1300 milliards de plus, d'euros. Donc vous voyez, et le plan Juncker, c'était 200, 250 milliards d'euros. On n'est pas du tout dans les ordres de grandeur de ce qu'il faudrait. Et alors il y a une étude très intéressante, c'est qu'au fond, au tout début, son objectif, c'était de financer des investissements risqués, donc plutôt des secteurs d'activité en développement. Quand on regarde ce qui a été financé, on s'aperçoit que n'ont été financés que des investissements, j'allais dire, très, très, très sûrs. Donc, à la fois par l'ordre de grandeur, l'Europe est aujourd'hui incapable de penser une stratégie un peu conquérante en matière d'investissement. Et, au fond, peut-être que Trump sera, sur ce plan-là, un peu une sorte de positif, puisqu'il veut investir beaucoup. J'ai oublié de dire, je le dirai sur la France, qu'il y a un point qui est positif, mais comme vous le voyez, l'Europe se conserve une politique monétaire qui est destinée à faire qu'il n'y ait pas de drame, mais c'est pas très entreprenant, et à une politique, j'allais dire budgétaire, qui commence à un peu s'assouplir un peu partout en Europe, et une politique d'investissement en commun, qui est le fameux plan Juncker, qui n'est pas du tout à la hauteur du sujet et qui ne traduit pas du tout une volonté de rebooster nos économies. Voilà, bon. La panne française, je l'ai un peu évoquée. Il y a quand même dans cette affaire française peut-être un point qui est positif, 2 points qui sont positifs. C'est pour ça que je suis un peu plus, positif que les commentaires qui sont faits aujourd'hui. C'est d'abord le redémarrage d'investissement. Il y a quand même un redémarrage d'investissement. Le taux de croissance de l'investissement n'est pas gigantesque, mais il est de 4,5%, c'est pas négligeable. Et puis, il y a ces créations d'emplois, 150 000. Peut-être qu'il y aura le même chiffre cette année. C'est très peu par rapport aux 3,5 millions. Là, je parle d'emploi à plein temps, mais c'est mieux que l'inverse. Et c'est vrai que, quelque part, je ne suis absolument pas en train de défendre qui que ce soit, mais c'est vrai que l'un dans l'autre, en fin de parcours, il y a eu, de manière faible, très tard, mais une inversion de la courbe du chômage. Ce sera retenu pour le président sortant. Simplement, c'était beaucoup trop tard, il ne l'a pas fait de manière suffisamment vigoureuse, le CICE n'a pas été assez efficace, mais il y a quand même eu... On est sur la bonne voie. Et si on est capable d'amplifier ces mouvements-là, un gouvernement plus actif qu'il ne le fut pourrait peut-être redonner un point positif à la France. La France, elle a 2 atouts majeurs. Elle a... son premier atout, c'est sa jeunesse. Même si on explique qu'elle n'est pas bien formée, que ceci, c'est avoir une jeunesse. Moi, je vais de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, devant des amphis divers et variés, allant de l'école polytechnique jusqu'à des IUT dans des villes plus excentrées. Je suis quand même frappé, c'est une impression personnelle, mais il y a quand même une espèce de dynamique. Alors ce ne sont pas les 2 millions de jeunes qui se sentent totalement exclus, c'est vrai. C'est évidemment une population qui est déjà beaucoup plus qualifiée. Et moi, j'étais quand même professeur dans une université un peu difficile il y a quelques décennies. Entre cette période et maintenant, c'est le jour et la nuit. Donc on a une jeunesse qui est très dynamique, je trouve, ça se voit à travers beaucoup de phénomènes, la French Tech. Il y a quand même énormément de choses qui se passent en France. En réalité, je trouve qu'on n'a jamais été aussi dynamique. C'est plutôt au-dessus qu'il y a un problème de faire sauter le couvercle. Il y a une espèce de plafond de verre qui est très difficile d'ailleurs à définir, parce que dire c'est monsieur un tel ou madame Y, en tout cas, c'est pas un exercice dans lequel j'excelle, mais il y a ce problème. Puis un deuxième sujet, c'est qu'on reste un pays très riche et que 300 milliards d'épargne chaque année, c'est très important. Et là, mes chers amis,
on est confronté au sujet que j'évoquais tout à l'heure et sur lequel il faut trouver une solution, pour lequel il faut trouver une solution. C'est que cette épargne, qui est celle de tous ceux qui ont un peu moins de cheveux ici, il y a quelques-uns, très rares, mais quelques-uns, et qui sont évidemment un peu soucieux en plus, maintenant, les retraites, ça dure longtemps, donc ils se disent, il faut qu'on tienne jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce que je me dis. Il faut arriver à faire que tout cet argent disponible soit utilisé à prendre des risques. Il faut qu'on trouve cette solution-là. Alors, au fond, si on résume, pour le MEDEF et pour la manière dont on peut s'adresser à les candidats, on a en réalité, me semble-t-il, 2 sujets à régler. 2. Quand on vous dit il y a 110 mesures, tout ça, ça ne marche pas. Il faut juste trouver le fil ou les 2 fils qui permettent, lorsqu'on tire ces fils, de débloquer les situations. Une fois de plus, je pars du principe que nous sommes dans une société française qui est en réalité assez dynamique. C'est pas franchement le fait de changer les 35 heures qui changera quoi que ce soit. Ça fait partie du langage politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas changer une partie du... Non, mais le marché du travail, la manière dont on fait. Mais je veux dire, traitons les sujets difficiles. Premier sujet, comment je fais pour arriver à pousser les détenteurs des 300 milliards d'épargne à investir dans du risque en arrivant à partager le risque. C'est la société qui considère que c'est bon et qui donc est prête à protéger, garantir, mettons, peut-être 80% du capital. Mais il faut un truc comme ça. Donc il faut être vachement imaginatif là-dessus. Et je vous rappelle que lorsque l'assurance vie a fait l'objet d'une évolution à travers des contrats qui s'appellent Eurocroissance, que vous connaissez bien, il y a cette idée, c'est exactement la même, c'est que vous faites prendre un peu plus de risques aux gens, c'est-à-dire que vous ne leur garantissez plus la valeur de leur capital qu'à la fin du contrat, plus jour par jour. En revanche, vous allez leur donner de meilleurs résultats parce qu'avec cette truc, vous prenez un peu plus de risques. C'est ça le fond du sujet. C'est un sujet très compliqué à résoudre techniquement, mais la question, je vous la dis, et il m'arrive de penser que je n'ai pas, moi, une solution facile, mais je vous assure que les 2 thèmes que je vais vous évoquer, ce sont les thèmes qui permettraient à notre pays de redémarrer. Si j'arrive au fond, à faire que celui qui investit, malheureusement, qui est averse au risque parce qu'il a plus de 60 ans, se trouve quand même d'une certaine manière garanti sur son capital, je peux vous dire que vous verrez l'investissement. Il y a quand même un mécanisme qui est incroyable quand on réfléchit. Vous voyez, toutes nos ETI, vous apercevez que dès qu'une boîte commence à avoir 50 ou 70 millions de chiffre d'affaires, elle se vend à qui? À un Chinois ou un Américain ou un Allemand. Il y a quand même un petit problème. Or, on est bourré de pognon, pour dire les choses de manière un peu vulgaire. Il y a quand même quelque chose où il faut arriver à faire que cet argent dont nous disposons soit en réalité liquéfié. Deuxième sujet. Lorsque vous prenez... J'ai trois propositions, qui sont des pistes de problèmes à résoudre. Lorsque vous prenez nos 14 000 milliards d'épargne, une fois de plus de stock d'épargne, une fois de plus, je reviens sur l'épargne parce que on a nos 2 atouts. Entre 60 et 70% de cette épargne est une épargne immobilière. Entre nous, elle pose 2 problèmes, c'est qu'elle fige évidemment. Quand vous avez votre maison, voilà. Et on vous dit, ah, mais la différence, c'est que les Allemands, eux, ils sont moins propriétaires. Alors, à ce moment-là, vous répondez, c'est plus sympa d'avoir une baraque à Toulouse que d'avoir un appartement à Dortmund. Donc, on voit bien pour quelles raisons les gens préfèrent être propriétaires. Et comme on n'a pas de fonds de pension, souvent, le logement apparaît comme étant une garantie. Tout ça est vrai. Mais si on arrivait progressivement à liquéfier le marché de l'immobilier,
là aussi il faut des solutions très imaginatives, ça permettrait deux choses. En le liquéfiant, c'est-à-dire en donnant la valeur du bien immobilier à son détenteur, en lui disant que l'accord, c'est qu'il reste comme locataire. Ça lui permet éventuellement de transférer, et là on va retrouver le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, transférer par donation de l'argent vers les plus jeunes. C'est-à-dire, en gros, permettre à les plus jeunes soit de se loger, soit de créer des boîtes. Ce qui est quand même la mécanique une mécanique positive. Et au fond, deuxième problème, qui est évident, personne ne sait combien de personnes seront touchées par la dépendance, par les maladies neurodégénérescentes, personne ne sait. On sait simplement aujourd'hui combien il y en a, mais combien il y en aura dans 5 ans. C'est pas sérieux de sortir des chiffres. Mais j'imagine une situation difficile. À ce moment-là, je me dis qu'il y a des gens qui ne peuvent pas assurer le coût de cette affaire. C'est pas alors là aussi, je l'avais un peu chiffré. La prise en charge publique, collective, disons, sera peut-être de 3 000 € pour des cas très difficiles, les cas les plus difficiles, mais ça en coûte 12 ou 13 000. Donc, il faut trouver là aussi des solutions. Donc, vous voyez, je dirais que la manière habile d'utiliser ce stock de patrimoine géant qu'on a et qui est aujourd'hui utilisé uniquement ou très largement en immobilier et sans prise de risque ou sans truc, est quand même vraiment une des clés de la solution. Deuxième sujet, l'intergénérationnel. On a une jeunesse qui est formidable. Au jour d'aujourd'hui, et là je reprends exactement votre idée, si après ça on ne devient pas copains, je veux bien refuser le verre que vous allez m'offrir à la sortie d'ici. Vous avez aujourd'hui, parce que c'est la vie, des gens qui décèdent à 80-85 ans et qui donnent la succession se fait au bénéfice de quelqu'un qui en a 60, qui n'en a pas besoin. C'est à 30 ans qu'on en a besoin. Donc, évidemment, arriver par tous les moyens à limiter les successions et favoriser les donations avec l'idée forte. Vous voyez que si on arrivait à faire ces 2 ou 3 mouvements, et une fois de plus, je ne donnais aucune piste bien sérieuse. Je sais qu'il faut qu'on partage le risque, je sais qu'il faut qu'on liquéfie le patrimoine, je sais qu'il faut qu'on favorise les donations pour les jeunes. Voilà des mesures qui ne sont ni de gauche ni de droite, qui ne sont pas du tout dans le débat présidentiel. Il y a celui qui dit qu'il n'y a plus d'emploi, il y a celui qui dit qu'il y a trop de fonctionnaires. Tout ça, je me dis, ils ont raison, mais c'est... Enfin, ils ont raison. Non, ils n'ont pas tous raison, mais... je me laisse emporter par ma bienveillance naturelle. Mais il faut maintenant peut-être s'attaquer à ce qui permettrait à notre pays de retrouver une dynamique. Moi, je vais vous dire, tel qu'est parti le débat présidentiel, au-delà des avatars d'aujourd'hui, c'est un débat... bon, je ferme les robinets... Il faut le faire, mais ce n'est pas ça qui va faire redémarrer la croissance d'un pays. Ça, je peux vous garantir. Il faut donc trouver des mesures à la fois de sérieux budgétaire et à la fois des mesures qui font que, naturellement, les gens investissent. Il y a toute une logique. Moi, j'avais un peu par hasard, il se trouve que je connaissais Bruno Le Maire et que nous avions, nous, le Sales Economist, au moment de la primaire de la droite, on ne l'a pas fait pour la primaire de la gauche, mais on aurait pu le faire, interroger sur BFM Business pendant 1 heure les différents candidats. Et moi, je me retrouve avec Bruno Le Maire, que je connais, que je tutoie, etc. Et alors, il sort tout son truc, il y avait 1000 pages, je crois. Il commence par me dire « Est-ce que tu as lu tout mon truc ?» Je dis « Bien sûr. » Alors, il est un peu plus précis, il me dit « Qu'est-ce que tu as lu ?» J'ai lu les 2 pages d'introduction. Parce que, franchement, 1000 pages, enfin bon. Et donc, on commence le truc à la radio. Il est très doué, donc le type, il parle comme un livre, hein, c'est très bien. Et il y a une interruption publicitaire. Et je lui dis, mais Bruno, tu fais pas, c'est comme en bateau. Si tu n'as pas du vent dans les voiles, tu ne peux pas faire avancer les choses. Il te faut un peu de dynamique.
Il était là, il avait 2 minutes. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, il y a l'immobilier, c'est évident. Un plan de logement, c'est quand même, il n'y a pas besoin d'un génie. Et en plus, quelque part, c'est assez facile, c'est l'emploi sur place, etc. Et voilà, reprise 1 minute après une très longue réflexion, j'ai suggéré, et alors là, c'est là où le type est intelligent, il dit, je pense à un grand plan logement et un plan de service à la personne. Ok, bon. Donc vous voyez, il n'y a pas aujourd'hui, dans la discussion, bien au-delà des clivages politiques, gauche et droite, il n'y a pas de gens qui pensent, et ça va venir, hein, moi je ne suis pas du tout détenteur unique d'une vérité éternelle, hein, loin de moi cette idée. Il n'y a pas de gens qui vous disent il faut penser à la dynamique de la croissance de l'économie française. Je veux dire, il n'y a pas de gens qui pensent qu'est-ce qu'on a comme atout, qu'est-ce qu'on truc, comment on joue, etc. Gallois a joué un rôle majeur en disant il faut remettre de la rentabilité aux entreprises, c'est formidable, peut-être un peu compliqué, mais en tout cas c'était une bonne idée, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour faire la croissance. Voilà, je suis maintenant à votre disposition pour toutes les questions qui seront posées à Richard. Moi je trouve quand même qu'il faut rajouter un point sur ce qui est l'investissement. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a quand même aujourd'hui un bon nombre d'entreprises avec des moyens de production qui tournent à 70-75%, qui ne tournent pas et qui ne sont pas assez compétitifs. Donc je pense qu'en parlant toujours d'investissement, on enlève complètement le sujet de compétitivité, où là vraiment, moi je vois dans mes sociétés, on a besoin de compétitivité. Je n'ai pas de problème d'investissement. Nous avons l'argent pour investir, nous avons des banquiers qui peuvent nous suivre. Les banquiers qui sont dans la salle peuvent dire qu'ils ont des clients comme nous, mais ça manque de projets. Donc on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas de projet? Il y a des idées, mais il faut que ces projets soient rentables. Donc quand le chef d'entreprise, on lui présente un projet et qu'il voit qu'il va falloir qu'il tire à droite, à gauche, pour sortir 3% de marge, et qu'après, ces 3% de marge, on va lui en enlever tant avec les impôts. Donc, il est complètement découragé. Donc ça, il y a quand même ce sujet qui me semble important. Vous avez raison, vous avez raison. Et qu'on mette ça à côté de l'investissement, mais je pense qu'il mérite d'être présent, ce sujet, à mon avis. Non, mais vous avez raison. J'ai essayé juste de dire comment le film, et bien évidemment après, il faut que le marché du travail soit... Là aussi, il faut qu'il soit équilibré. On est un pays d'équilibre. Il faut que le marché du travail soit assoupli dans ces conditions. Il faut que le poids inimaginable de la réglementation, etc., soit... Enfin, tout ça, c'est ça. Mais moi, j'essaie de me dire... Il y a un long débat sur les réformes. Et vous avez des gens qui vous disent des réformes, la réforme. Et en fait, vous avez 2 techniques pour les réformes. 2 techniques. Ça a été analysé. Hein, quand je dis technique, c'est analysé. Il y a une condition et 2 techniques. La condition, c'est qu'il vous faut du vent dans les voiles. Lorsqu'on vous dit c'est formidable, le Canada, la Suède ont réduit leurs dépenses publiques, etc. En même temps, ils ont dévalué de 40%, et je peux vous dire que ça dope les exportations. Donc, ils ont créé un choc d'activité. Il faut que vous créez un choc d'activité. Quand on vous dit l'Allemagne, il y a un mystère absolu. On était à peu près équivalent aux Allemands jusqu'en 2003. Brutalement, vous avez un pays qui vous fait 200 milliards d'excédents et un pays qui vous fait moins 70 de... Je veux dire, on n'est pas devenu plus sot, plus ceci, même si les 35 heures, c'était pas génial, ça ne peut pas tout expliquer. Donc il y a toute une série de choses, et notamment la réunification qui a joué un rôle majeur. Je veux dire, on sous-estime l'impact que ça a pu avoir d'avoir 17 millions de personnes assez largement. Alors on vous a dit, c'est terrible, la Trabant, c'était une voiture assez merdique, etc. Mais la réalité, c'est que c'était, quand vous connaissez bien l'histoire de l'Allemagne, c'était les Länder qui étaient les plus industriels. Donc ils ont retrouvé assez rapidement une logique, etc. Et donc...
l'Allemagne. L'Allemagne en compétitivité, le SMIC, il a été mis en place 1er janvier 2015. Il a été mis en place à 8 €, alors qu'en France, à l'époque, il était à 9,63 €. Et en plus, dans les Länder dont vous parlez, il y avait des dérogations et il y avait des emplois à 6,50 €. Donc là, on est moins compétitif. Mais c'est difficile à dire, puisque vous avez dans des revues, on dit que l'Allemagne, on est aussi compétitif, on ne sait plus. Mais en fait, qui arrive à vendre, qui arrive à vendre aux équipementiers de l'automobile? C'est les Allemands, c'est pas les Français. On est ingénieux, on fait des bons produits, mais ceux qui vendent, ce sont les Allemands. Donc... Non, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Je ne vois pas pourquoi on compare déjà l'Allemagne et la France. Les sociétés industrielles allemandes et familiales, avec des entreprises, c'est un capital familial, déjà avec des entreprises qui ont 200 personnes. Par quelle heure? Moins le quart? En France, c'est sur des grands... Moins 10? Moins le quart. Tu ne me fais pas louper le train. Donc quand on les compare, je trouve que c'est déjà on passe par la même chose. Donc je pense qu'il faut d'abord parler de la France, se focaliser sur nous. Moi j'ai une confiance énorme dans mon pays. Et vous avez cité la jeunesse, on a une formidable jeunesse. Vous n'avez pas dit qu'est-ce qui pourrait pousser, là je n'ai pas entendu, c'est bon, un peu vieux, qu'est-ce qui pourrait pousser notre jeunesse à croire à notre pays? D'abord, je pense qu'elle le croit, qu'elle le croit. Moi, je veux dire, il y a tout un aspect qui est derrière votre question, il y a un aspect psychologique. Je veux dire, à un moment, on a la pêche, on l'a pas. Dans la vie, c'est la même chose. Que ce soit collectivement ou individuellement, là, on est en phase dépressive. Alors, c'est très profond. Hein. J'avais écrit un livre qui a eu un succès assez mitigé, puisque, à part ma famille et mes proches, personne ne l'a acheté, mais il n'empêche qu'il était très bien. Et ce livre s'appelait le fabuleux destin d'une puissance, non pas moyenne, mais intermédiaire. Et j'ai expliqué que l'autoflagellation française est très ancienne. Elle est dramatique d'ailleurs. Elle est dramatique. Elle date les plus beaux moments d'écriture autoflagellisée ou flagellisante, c'est Chateaubriand. Et un jour, j'étais avec Bavrez, que je ne supportais plus à la fin. Je me suis tapé au moins 10 soirées avec lui de débat sur la France qui tombe, le truc, etc. Et je me suis dit, je vais l'amadouer comme la dame de Hamon, et je vais l'amadouer, et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu es le Chateaubriand du XXIe siècle. Et je me suis dit, là, il va craquer, il va dire un truc normal, quoi, que c'est pas la fin du monde. Rien n'y a fait, il a continué, il m'a dit, non, la France est au fond du goutte. Il y a donc un problème de climat, de changement de génération. Je pense que c'est pas absurde que notre pays se fasse monter très rapidement, qu'il y ait un saut de génération. Et puis, l'idée, c'est, au fond, vous prenez 10 mesures assez simples. Par exemple, les auto-entrepreneurs. Vous doublez le plafond. Vous allez voir que vous aurez des tas de gens qui vont créer des boîtes. N'oubliez pas non plus que c'est quand même étonnant. On crée, même si le chiffre est très surestimé, même si les 2 tiers ne sont pas des vraies entreprises, 600 000 entreprises par an. L'Allemagne ne fait pas... Enfin, pardon, je calcule le truc. Mais aucun autre pays ne fait ça. Donc, simplement, même quand j'étais jeune, il n'y avait pas 200 000 boîtes, même 100 000 qui se créent. Il y en avait très peu. En réalité, donc, on a tout ça. Alors, j'étais en train de dire, il faut du vent dans les voiles. Donc, parce qu'il faut du mouvement. Vous ne faites pas des réformes ou des changements comme ça, c'est comme ça. Et deuxième aspect, 2 versions. La première, c'était celle de Sarkozy, qui était animé de cette volonté d'agir de manière... Mais on attaque 50 sujets à la fois. Alors ça donne le tournis, personne ne sait plus ce qu'il en est, etc. Bon, c'est le bordel au bout de trucs. Ou deuxième solution, mais je ne dis pas que j'ai les bons fils, mais trouver 1 ou 2 fils, comme toujours, vous prenez 1 ou 2 fils, peut-être 3, et vous les tirez et vous créez une dynamique. Et à ce moment, vous commencez à bouger les choses. Ma conviction, c'est 1, je vous fais une fiscalité des revenus de l'épargne qui est forfaitaire, comme en Suède, 35%.
pof, j'arrête. Deuxième sujet, je vous fais une fiscalité des successions qui, franchement, détourne n'importe quel individu au monde normalement constitué d'attendre une succession. Donc, et je refais. Alors, le problème, c'est qu'ils ne donnent pas aux vieux, à ceux de 60 ans. C'est qu'ils fassent le saut. Troisième aspect, je lance une mécanique sur ce que moi j'appelle la société de seconde chance. Vous avez 2 problèmes de seconde chance en France. Là aussi, c'est du moral. Et vous avez ceux qui sont vraiment exclus, parce qu'on a quand même un petit problème à la fois de pauvreté et d'exclusion qui est pas bien. Hein, il y a quand même 10 millions de personnes, ça fait beaucoup, qui sont dans des situations. Ça, c'est commun à tous les pays développés. Hein, c'est tous les pays occidentaux, mais notamment les 2 millions de ce qu'on appelle les NEETs, c'est-à-dire qui n'ont ni formation, ni boulot, ni rien. Ça, vous faites un plan. Alors, vous parliez d'Édith Cresson et à Châtellerault de son école de la seconde chance. J'en fais 1000 écoles de la seconde chance. Je veux dire, moi, ça m'est égal le déficit budgétaire si c'est pour faire des écoles de la seconde chance. Parce que ces gamins-là, vous ne pouvez pas les remettre dans des systèmes de formation normaux. Impossible. Donc j'en fais 1000, 2000, 5000. Enfin, je veux dire, de temps en temps, on est capable, quand on a lancé le programme nucléaire, je prends celui-là, mais on a décidé qu'on faisait le gros, on faisait le grand truc. On le fait vraiment bien. Et puis après, j'ai un dispositif qui, tout le monde a en tête l'idée que les 32 milliards de formation continue sont quand même un gros gâchis. Donc, je le réserve plutôt pour les chômeurs. 2, sinon, je permets aux gens, pour peu qu'ils s'engagent à aller dans ces secteurs, s'ils veulent changer de secteur, de pouvoir avoir la formation des 6 mois où je leur paye. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils aillent dans le boulot pour lequel on les forme. J'arrête la poterie, toutes les conneries qu'on peut faire en matière de formation professionnelle, et je le dédie massivement aux chômeurs. Enfin, je veux dire, je change complètement le truc. Vous voyez, par exemple, la formation professionnelle, il est vraisemblable que c'est peut-être le sujet le plus important de notre pays. Parce que ça changerait les choses. Si les gens ont l'impression qu'ils sont pris en charge, vous changez l'état d'esprit d'un pays. Sur cette belle parole, je commence à m'apercevoir que vous avez préparé un vrai petit cocktail. J'imagine que c'est pas pour nous, mais on ne sait jamais. Bon. On va continuer. Voilà. Oui.